Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire, un webinaire assez exceptionnel aujourd'hui pour parler collaboration, leadership et management collaboratif. Nous avons deux invités très inspirants. Tout d'abord, nous accueillons Laure Violet. Bonjour Laure. Bonjour. Tu es designer de collaboration chez Schneider Electric, c'est bien ça? C'est ça. Tu peux nous en dire deux, trois petits mots? Le design de la collaboration, ça veut dire que je suis facilitatrice et c'est comme ça qu'on aime l'appeler chez Schneider et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et en plus de ça, j'ai une casquette transverse aussi sur la montée en compétence de cette capacité à designer, concevoir les conditions de la collaboration. Super. Merci, bienvenue. Et puis, on accueille aussi Christophe Garçonnet. Bonjour Christophe. Bonjour Serge. Bonjour Alors, à toutes tu et à es tous. facilitateur et coach chez Air Liquide. Facilitateur et coach, effectivement. Donc, en facilitation, un peu comme disait Laure, nous, on va accélérer des projets effectivement complexes. On va réaliser finalement ce que les gens attendent, mais de manière inattendue. Et puis, j'accompagne également des équipes dans notamment la création de liens pour être mieux engagés à un titre individuel en tant que coach. Super, mais sois le bienvenu également. On va parler donc collaboration aujourd'hui, facilitation. Juste avant cela, petite recommandation, vous avez des petits boutons d'action qui sont en bas de votre écran qui vous permettent de soit vous connecter à nous et nous suivre sur LinkedIn, soit de pouvoir nous laisser un message pour pouvoir participer à nos masterclass ou au meet-up que nous organisons, et puis de demander éventuellement le support si vous le souhaitez. Vous avez également à droite le chat, donc c'est un chat qu'il faut faire apparaître, il y a un petit bouton pour le faire apparaître. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, posez vos questions à nos invités, rebondissez aussi, donnez votre avis, ça nous intéresse, on est là pour ça. Soyons le plus collaboratifs possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, Christophe, tu voulais poser une première question, je crois. Exactement. C'était finalement de comprendre que l'attente que vous avez pour ce webinaire. C'est une manière aussi pour nous d'engager. Donc, on va être effectivement sur ce thème-là. Donc, merci d'utiliser le chat. On prendra bien note de tout cela et on pourra justement ajuster encore plus notre présentation avec Laure. Super. Mais on va prendre quelques minutes pour vous laisser le temps de réagir dans le chat. Et j'en vais en profiter pour vous dire quelques mots sur Changeable qui nous réunit aujourd'hui. Notre mission chez Changeable, c'est d'aider nos clients à changer de collaboration, de leadership, de culture, et de vous aider à installer la dynamique, une dynamique en tout cas collaborative qui permet de répondre finalement au contexte actuel de changement permanent, de multigénération très différentes, de volatilité, d'incertitude, de complexité, de paradoxe aussi. Et donc, nous avons 6 manières de créer de la valeur. La première, c'est de venir fertiliser la collaboration. On a différentes offres pour cela. On est là aussi pour inspirer vos leaders avec différentes interventions, différents ateliers, des jeux également. Nous allons aussi avoir un travail sur réussir vos projets de transformation culturelle. Ce sont des projets particuliers qui ne se gèrent pas comme des projets informatiques ou des projets de logistique ou autres. Il y a une particularité notamment sur la diffusion qu'il faut pouvoir bien connaître pour pouvoir la manier au mieux. On travaille également à développer ou faire émerger une culture 21e siècle dans vos organisations. On intervient aussi comme speaker parfois dans des événements. On l'a fait d'ailleurs pour... Et puis, on met à disposition également notre catalogue d'ateliers, de séminaires pour pouvoir renforcer, augmenter l'impact de l'initiative de changement. Des choses qui ont bien marché sur les 12-15 dernières années pour nous. Et pour rapidement dresser qui est Changeable, hein, on a accompagné environ 300 équipes l'année dernière. On intervient sur des organisations de type scale-up jusqu'à des grands comptes multinationaux, en France ou à l'étranger d'ailleurs. On se repose sur une communauté de 40 membres, je vais y revenir, et puis donc on est officiellement créé depuis une douzaine d'années, 10-12 ans.
repère depuis plus longtemps, bien entendu. Et puis, je vous ai mis en haut à droite quelques comptes avec qui on a eu le plaisir de travailler sur ces 12 dernières années et avec qui on travaille toujours. Et puis, je vous le disais, on intervient avec une communauté, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous, c'est-à-dire que ce qu'on prescrit à nos clients, on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes et donc on développe des choses ensemble, on éprouve certaines démarches, certaines techniques pour pouvoir les mettre à disposition de nos clients, toujours avec cette idée de faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème. Ça paraît simple à dire comme ça, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'exigence. Et puis, avec ce motto, cet ADN, finalement, de venir challenger, questionner, chercher à créer du sens, de proposer d'autres regards, de vous faire écrire, en tout cas, de nouvelles histoires. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis un petit QR code pour pouvoir me contacter et qu'on vous explique quelles sont nos offres, quelles sont nos zones d'intervention. Avec Christophe et Laure, donc, on a travaillé sur un petit agenda pour aujourd'hui. Le temps est compté, on a un peu moins de 45 minutes. Tout d'abord, on va chercher à définir de quoi on parle et à quoi ça sert, quels sont les bénéfices quand on parle de management collaboratif ou de collaboration ou de facilitation. On s'intéressera également à comment développer, comment faire foisonner finalement cet esprit dans les organisations, et puis évidemment comment l'ancrer pour pouvoir s'appuyer dessus pour construire le futur. Voilà. Est-ce qu'on a déjà quelques petits messages, peut-être, Christophe, des attentes qui ont été exprimées que tu veux... Alors, j'en ai deux déjà, de faire effectivement un croisement avec la méthode d'Inamori de chez Kyocera et la différence entre la collaboration et l'intelligence collective. Jean-Claude, okay. On a peut-être un souci, je ne sais pas si Laurence maintenant est en ligne, mais apparemment il y a des personnes qui seraient peut-être encore en salle d'attente. Donc je ne sais pas si tu vois ça ou si... Alors on va demander à Damien, peut-être qui est notre support technique, de regarder ça. Et puis... très bien. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est qu'est-ce qui vous a poussé chez Schneider et chez Air Liquide à développer le management collaboratif? Alors, si je commence, c'est parti d'une injonction du management, du top management d'Air Liquide il y a quelques années en disant il faut innover. Si on veut rester en vie, il faut innover. Et, à partir de là, c'est OK, c'est simple, mais c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où finalement on se tourne sur l'innovation. À l'époque, effectivement, on était autour de l'intrapreneuriat. Et peut-être que l'intrapreneurship pourrait être une source d'innovation. Et effectivement, il y a beaucoup d'idées dans des grandes entreprises telles qu'Air Liquide. Les gens ont beaucoup d'idées. Sauf que ça n'a pas marché comme prévu. C'est-à-dire que oui, on a accéléré des projets, on a incubé, on pourrait dire, une forme d'incubateur interne de projets de salariés. Mais une fois qu'il était accéléré, il fallait le porter. Et là, sans sponsoring, sans sponsorship, ça ne marche pas. Et on s'est aperçu que finalement, c'était trop tard d'aller chercher des sponsors après, d'accord? Et on s'est dit, en fait, il faudrait peut-être qu'on accélère des projets en ayant le sponsoring d'abord. Et c'est effectivement le pivot qu'on a fait. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans l'accélération de projets complexes qui ont d'abord un sponsoring. Et on accélère que des projets qui ont effectivement cette impulsion à la base du sponsoring. Oui, moi j'aurais envie de rebondir sur le fait que chez Schneider Electric, on cherche aussi à maintenir notre niveau d'innovation, mais aussi d'excellence opérationnelle, et qu'on reconnaît que l'intelligence collaborative, c'est une des compétences clés qui permet ça. Donc finalement, il y a ce switch de considérer que ces compétences transverses ou de leadership, ce sont des soft skills, et nous on aime les appeler des power skills, donc des compétences puissantes, qui finalement sont des compétences humaines clés, qui vont soutenir l'évolution de tous les métiers, le métier de manager qui passe dans une posture plus au service de son équipe par rapport à un manager très sachant descendant, mais aussi l'évolution de tous les projets, de tous les métiers autour du projet et notamment dans le contexte de l'agilité. Et chez Schneider aussi, on fait évoluer même la posture des vendeurs qui vont vers ce qu'on appelle en anglais du consultative selling, donc qui se positionnent plus comme un consultant dans leur finalement collaboration, coopération avec les clients et tous les partenaires de la chaîne de valeur. Donc
je le disais aussi en introduction, pourquoi j'ai choisi cette terminologie de design de la collaboration, c'est de reconnaître que cette compétence-là, cette capacité à activer la collaboration et l'intelligence collective, ça requiert un certain niveau d'ingénierie. Voilà, donc c'est ça qu'on met derrière design. Super. Et alors, quel bénéfice on obtient finalement parce que vous avez tous les deux déjà un certain nombre d'années d'expérience de déploiement et de pratique, aussi bien chez Air Liquide que chez Schneider. Quel bénéfice finalement se dégage Pour moi, le bénéfice premier, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais aussi toutes les parties prenantes d'un projet, en tout cas toutes les parties impactées par une transfo, un projet, une décision. Je travaille beaucoup avec notre communauté interne de personnes qui font de la conduite du changement. Et en fait, c'est de réaliser que plus on met de l'intelligence collective, du collaboratif en amont, en incluant les utilisateurs, l'ensemble des parties prenantes impactées, moins il y a besoin de faire un effort de conduite du changement en aval. Donc pour moi, ça, c'est le premier bénéfice. Il y a aussi le fait de développer l'autonomie, la maturité des équipes. Quand on parle donc de management collaboratif d'un manager avec son équipe, c'est vraiment aller soutenir cette capacité qu'on appelle, on peut appeler en anglais empowerment, en puissancement, l'autonomie, la capacité des équipes à activer en fait leur propre leadership. Et puis, je crois aussi qu'il y a un gros bénéfice autour de la diversité. On sait, il y a plein d'études qui le démontrent, plus on va chercher de la diversité de profils, de façons de penser, plus il y a de la richesse dans les solutions qui vont émerger, la créativité qu'on peut activer. Christophe, tu veux peut-être compléter avec ton point de vue ? Ouais, moi je partage effectivement ces bénéfices-là pour Air Liquide. Ce qu'on voit, nous, en gros bénéfice, ça a été de... alors, on construit des usines, des silos, et grosso modo, des liquéfacteurs de gaz. Et en fait, l'organisation elle-même, on pourrait dire, est une somme de silos. Et quand on a lancé le lab il y a maintenant quasiment 7 ans, on se disait, est-ce qu'on casse les silos? Et puis en fait, c'était trop difficile, donc on les a connectés. Donc en fait, c'est une notion de connecter finalement les silos organisationnels, mieux faire travailler ensemble. Et ça nous a permis finalement d'accélérer la prise de décision. On pourrait, dans les cultures, alors je ne sais pas vos différentes cultures, mais parfois on aime bien en France, en tout cas, la notion du consensus. Et le consensus, malheureusement, parfois, il peut être un peu mou. Et donc, c'est l'accélération de ce consensus, de se dire finalement, le management collaboratif peut effectivement permettre de mieux en mobiliser effectivement les personnes et de leur donner envie parce qu'on a fait ensemble. Donc, ça serait mon ajout. Super, donc c'est assez riche. Donc, si je résume, de l'engagement, de la motivation, du sens, je notais de la diversité aussi, tu rappelais ça, Laure. Cette dimension aussi de pouvoir mieux changer, accélérer finalement les changements. Et quand on sait qu'il y en a plusieurs, c'est quand même beaucoup. Et puis des réalisations concrètes également de production et de connexion des silos, très intéressant. Si on avait à définir le collaboratif, et ça rejoint certainement un petit peu la question de la personne qui nous écoute, là, qui nous questionnait sur intelligence collective versus management collaboratif. Comment vous le définiriez finalement ce management collaboratif? Moi, je peux vous donner, si vous voulez, une définition que m'a donné un client un jour. Il me disait souviens-toi, quand on voulait faire avancer plus vite les diligences, il y avait des solutions toutes simples qui étaient de dire on va rajouter une paire de chevaux devant la diligence. Et il me dit, en fait, il a fallu connecter un certain nombre de personnes qui avaient les usagers, mais aussi ceux qui étaient qui entretenaient la diligence, et puis ceux qui faisaient des recherches sur d'autres façons de bouger, etc. Et en fait, en les connectant, on a réussi à créer quelque chose, qui est un véhicule autonome avec un moteur. Et il me dit, en fait, on est toujours dans ce système-là, sauf qu'on a à réinventer ça, en fait, presque tous les jours. Et donc, c'est ça qu'on doit réussir à faire. Et il me dit, réussir à faire ça, eh bien, c'est arriver à mettre les personnes en connexion, c'est arriver à conjuguer leurs compétences, leurs expertises, de manière à pouvoir créer quelque chose qui n'existe peut-être pas, ou combiner en tout cas des idées qui sont dans différentes têtes pour arriver à créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça vous inspire aussi, mais je trouvais ça intéressant.
Comment vous le définiriez, vous, ce management collaboratif? Pour rebondir sur ce que tu disais, moi, m'évoque du mouvement finalement, l'envie de se mettre en mouvement. C'est ça, moi, qui me donne la patate, c'est quand je vois les collaborateurs à la fin d'une journée ou d'une demi-journée de session se dire waouh, on a eu envie d'aller dans le mouvement. Et peut-être des fois le mouvement il est insufflé par le management, mais on cherche à ce que l'équipe ou le collectif effectivement réagisse et donc se l'approprie. Mais à la fin, on a ça pour moi. Et oui, pour revenir aussi sur cette question-là de collaboration, intelligence collective, pour moi, l'intelligence collective, c'est ce qui va résulter de la collaboration. Donc, la collaboration, elle va prendre plein de modalités différentes. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Christophe, sur on accompagne en fait vos attentes par de l'inattendu. Donc, ça peut prendre plein de modalités différentes. Et donc ce qui émerge de ça, cette intelligence collective, c'est aussi ce que moi, j'ai appelé la richesse de la diversité. C'est d'aller chercher les talents singuliers de chacun et de les articuler d'une façon qui fait qu'on arrive à un résultat à la fois innovant et engageant. Et alors, la question, comment on développe finalement cette intelligence collaborative? Je sais que tu aimes bien, toi, cette terminologie-là. Comment on développe cette intelligence collaborative dans une organisation? Moi, je dirais qu'on démarre peut-être par une forme de promesse, un peu comme si on avait un slogan marketing, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est créer l'attendu, répondre à vos attentes avec des choses un petit peu inattendues. Mais c'est une forme de promesse. Moi, je sais que souvent, les gens, on est dans une culture, nous, ingénieurs, et ils ont du mal à lâcher prise. Et le premier motto qu'on a, c'est « trust the process ». Faites confiance au processus. On va être des experts dans votre accompagnement. Tu parlais de conduite du changement. Nous, on n'avait pas ce terme-là, conduite du changement. Mais finalement, c'est ça, d'accord, ce qu'on amène. Et pour moi, le développement, donc après la communication, sauf si tu veux compléter sur l'heure, moi, le deuxième, pour moi, ça va être une forme de sponsorship, un réseau d'ambassadeurs qui va être super fort. Et je sais pas qu'on est en résonance par rapport à ça. Mais pour moi, un bon démarrage, c'est effectivement de savoir ce qu'on veut a priori commencer à faire et s'appuyer sur les bonnes personnes, en fait. Ouais, alors je veux bien rebondir sur effectivement les gens, les réseaux. Chez Schneider, nous, on a choisi d'aborder la question sous deux angles. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie de professionnaliser cette capacité à créer les conditions du collaboratif, donc qu'on peut appeler, c'est le métier en fait de facilitateur, facilitatrice. Donc c'est vraiment les métiers du co. Donc professionnaliser cette compétence-là, ça veut dire que de manière très concrète, on a créé une entité qui s'appelle le Lab. Christophe t'en a parlé, je sais que vous en avez un aussi chez Air Liquide. Donc un lab, donc c'est une équipe de 4-5 personnes dont le rôle c'est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans leurs projets, dans leur prise de décision, donc à créer le dispositif collaboratif qui va permettre d'atteindre leurs résultats, comme tu le disais aussi Christophe. Et aussi donc pour ça on a aussi le soutien très fort au niveau des membres de notre comité de direction. Premier angle, professionnalisation. Deuxième, c'est de développer le co dans les métiers. Donc, c'est d'accompagner les collaborateurs et je veux dire, c'est dans la terminologie. Un collaborateur, par définition, est amené à collaborer au quotidien dans son métier, finalement, quelle que soit sa position dans l'organisation. Donc, c'est d'accompagner ces collaborateurs à développer leur intelligence collaborative comme une des compétences finalement de leur boîte à outils du quotidien pour travailler au quotidien. Donc ça se décline concrètement dans des parcours de montée en compétences qui sont différenciés. Pour les collaborateurs, on a plutôt fait le choix d'un e-learning pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis ensuite, tout un dispositif avec une communauté de pratique, des événements comme des ateliers découvertes pour aller un peu plus loin sur différents modules, pour les inspirer, du compagnonnage, donc faire se rencontrer les personnes pour leur permettre de co-faciliter. Et puis aussi donc des formations un peu plus longues pour vraiment aller plus en profondeur dans
le métier, quoi, le rôle de facilitateur, facilitatrice. Donc, et moi, je voudrais rajouter la dimension managériale, parce que là, il y a effectivement formé. Donc, chez Air Liquide, on a effectivement ça, former les équipes clés qui vont être des relais. Il y a aussi une forme d'éducation, je pourrais dire, du management. Donc, par exemple, quand le top management change, on doit s'assurer qu'il a vécu une session pour vraiment comprendre ce qu'on fait et qu'à un moment donné, 6 mois après, ils ne détruisent pas en fait tout ce qu'on a mis des années à construire. Donc, c'est vraiment l'embarquement du top management et l'embarquement aussi des managers qui viennent nous solliciter pour des besoins, en sachant aussi lâcher prise, savoir effectivement mettre sur la table ce qui doit être mis, et puis parfois aussi de répondre à des questions pas faciles. On cadre effectivement une session, d'accord ? C'est quand même pas mal de préparation. Et pour ça, le manager doit effectivement vraiment être transparent sur ce qu'il amène pour éviter effectivement que la session tourne au cauchemar, en fait. Donc finalement, des interventions sur les différents niveaux de vos organisations, et sans oublier en effet les dirigeants. Et puis, je voyais aussi une profondeur, finalement, c'est ce que tu disais, Laure, une profondeur dans l'expertise. Est-ce que ça veut dire que on veut pas transformer tout le monde en des super experts de la collaboration, c'est ça. Voilà, ouais, exactement. Et puis c'est aussi, en fait, ce qui a été pour moi, je pourrais pas dire que c'est une surprise, mais en tout cas, le constat, c'est de voir à quel point il y a une appétence dans l'organisation. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui avaient envie d'aller vers justement ces nouvelles façons de travailler, donc du management collaboratif, et sans savoir comment s'y prendre. Et donc, nous trouvons maintenant, nous, équipe centrale, qui proposons ces parcours de montée en compétences avec grande joie, ou d'autres qui ne savaient pas bien vraiment exactement ce que c'était ou comment ça existait et qui tout de suite embarquent. Et donc, finalement, moi, je travaille avec ce pôle-là. Vraiment, si je reviens sur cette courbe de l'adoption de l'innovation, je vais travailler avec les personnes qui ont cette appétence, qui ont envie, soit qui en ont fait l'expérience avant ou qui voient tout de suite les bénéfices dont on a parlé, et par capillarité, ça essaime dans l'organisation. Et est-ce qu'on peut dire que le succès, en effet, c'est ou la mesure du succès d'une démarche de déploiement de la collaboration, c'est le niveau d'adhésion en fait des collaborateurs. Vous avez tous les deux un peu rebondi sur cette idée-là tout à l'heure. Est-ce que c'est un marqueur important finalement? Oui, donc moi je dirais qu'effectivement il y a ça, c'est un des marqueurs. C'est en fait, on va aller chercher donc des verbatims sur du qualitatif, parce que donc il y a le quantitatif. Bon, ça, c'est le nombre de personnes qui ont été formées, le nombre d'ateliers qui sont animés par cette équipe-là centrale du lab, par exemple. Et sur le qualitatif, en fait, on va aller chercher du feedback des personnes qui participent aux ateliers, et on leur demande, selon eux, si l'atelier collaboratif qui a été vécu a permis d'accélérer leur projet. Soit parce qu'il y a une décision très claire, soit parce que un problème complexe a été résolu. En tout cas, il y a une solution qui est apportée. Et finalement, la mesure de l'impact, elle est à ces deux niveaux-là. C'est à la fois de voir le nombre de personnes qui sont touchées, mais aussi comment finalement quel est l'impact. Voilà, est-ce que ces bénéfices dont on a parlé, ils sont perçus, à défaut d'être mesurés de manière très tangible. En tout cas, ils sont perçus par les collaborateurs. Ouais. Moi, je peux revenir aussi sur un élément, c'est que chez Schneider Electric, on a une enquête de satisfaction des collaborateurs, des employés. Et de manière récurrente, depuis des années, la collaboration, c'est un des éléments qui frotte. Je pense très en lien avec ce que tu as mentionné, Christophe, sur une organisation très large qui peut être très silotée, la difficulté à aligner des priorités de différents services, etc. Et donc finalement, c'est aussi ça que ce mode de management collaboratif et agile va permettre. Donc voilà, cet indicateur-là va aussi faire partie de la mesure, pour moi, du succès de cette évolution de notre
culture organisationnelle sur la dimension du collaboratif. Et pour apporter, je confirme, le côté énergie, envie, en tout cas, nous, on a une complexité, et Laure, tu dois la partager aussi, c'est qu'on peut pas dire, si j'étais pas passé par le Business Lab, j'aurais eu ça, et en passant, j'ai eu ça. On peut pas imaginer d'avoir 2 projets en parallèle, un sans nous et un avec. Et donc, c'est cette complexité-là où on est capable uniquement de récupérer finalement les verbatim, parce que oui, on a des bénéfices, mais effectivement, c'est plutôt sur une notion de verbatim, parce qu'on peut pas dire, et qu'est-ce qui serait passé si on n'était pas venu vous voir? Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions à Christophe ou à Laure. Hein. On les prendra au fil de l'eau et puis on aura un temps à la fin également pour échanger. Ce que je comprends, c'est que finalement, aussi bien chez toi, Christophe, que chez toi, Laure, il y avait cette importance du lab dans cette logique de déploiement. Moi, j'ai envie de vous dire, si on a une entreprise qui est plus modeste que Air Liquide ou Schneider et que on a quand même envie d'avoir cette intelligence collaborative qui se développe, qui se déploie et qui va servir nos clients, qui va servir l'expérience collaborateur aussi, qu'est-ce que je peux faire finalement? Je crois Oui. Moi, je démarrerais. Vas-y, alors. Oui, alors moi, ma recommandation, ça serait d'identifier un pool de personnes, comme je disais, qui ont envie de se mobiliser, qui sont motivées pour ça. Donc, si c'est une toute petite structure, à minima 1, mais ça serait mieux 2, parce que c'est mieux de ne pas être seul, en fait. Et ça, en fait, c'est aussi s'appliquer ce que c'est que la collaboration. Donc, c'est aussi de le faire en partenariat, en collaboration avec un collègue, minimum de personnes. Pourquoi pas une cohorte pour une structure un peu plus grande, une cohorte d'une dizaine de personnes. Donc, de se former. Voilà, il existe plein de formations sur le marché. Je crois que Serge, chez Changeable, vous en proposez aussi. 2 jours pour acquérir les bases de la facilitation interne et de l'intelligence collaborative. Et puis ensuite, de finalement démontrer la valeur en interne en accompagnant donc des temps collaboratifs, donc des ateliers, pour finalement faire l'expérience aux personnes et démontrer, comme ce dont on vient de parler, finalement par l'expérience, la puissance du dispositif. Je recommanderais aussi en fait de s'appuyer sur des modalités existantes. Il y a énormément maintenant de matières qui existent, qu'on peut trouver sur Internet. Je pense à Liberating Structures, qui est un site Internet, une app, mais un corpus de modules qu'on peut activer assez facilement, à condition d'avoir eu quand même ces bases un peu de formation. Voilà, donc de s'appuyer là-dessus pour expérimenter et démontrer la valeur. Christophe, tu veux compléter? Ouais, en premier, en fait, moi, je le ferais, pour rebondir en tout cas, je dirais, et si vous démarriez par vos réunions? On sait qu'en France, on adore la réunionnite, et c'est pas que dans les grandes boîtes, mais c'est de se dire finalement à quoi ressemblerait une réunion où on ferait un peu plus de collaboratif. Peut-être que l'ordre du jour, il y en a un début, mais on pourrait effectivement le peaufiner. S'engager aussi sur des timings. Je pense que la gestion du temps est en tout cas, moi, que je vois, pas nécessairement toujours très bonne en réunion, on déborde, donc on va d'arriver finalement à s'engager de manière beaucoup plus collaborative sur ces réunions-là, et d'acter aussi, de prendre des notes, d'accord. Une réunion aussi, c'est un engagement, et pour nous, c'est une mise en mouvement quand on parlait, voilà, se dire si quelqu'un a fait un compte-rendu et s'engage, pour moi, c'est une force. Le deuxième axe pourrait être effectivement se dire, là, on arrive sur la fin d'année, début d'année prochaine, finalement, c'est la feuille de route 2025, elle pourrait ressembler à quoi? Ça aussi, si vous avez déjà des idées, c'est des choses que vous pourriez poser avec vos équipes, et puis de se dire, c'est quoi vos réactions? Rien que d'être en réaction vis-à-vis de ça. Alors, on donnera un petit peu plus tard le peaufiner entre du collaboratif et du participatif, mais en tout cas, le milieu un petit peu participatif avant, c'est en tout cas de faire réagir à quelque chose qu'on amène. Et en collaboratif, parfois, on démarre pas d'une feuille blanche, donc on démarre de quelque chose. Oui, ce que tu dis, Christophe, c'est important parce qu'en effet, ça touche absolument tous les aspects du travail, les aspects assez simples comme la réunion. Et en effet, simplement faire un compte-rendu de réunion, en fait, il y a plein de formats en fait pour le faire. Et si on prend un mind map pour faire un compte-rendu de réunion, c'est sûr qu'on verra pas la même chose que si on fait un truc tout classique avec des bullet points. Et c'est vraiment le gros enjeu, je trouve, c'est d'arriver dans à la fois la formalisation des informations, la manière dont on va échanger, la manière dont on va
travailler, co-construire, comme tu disais, Laure, comment on va arriver à présenter quelque chose qui est peut-être la même chose que mais différemment, pour pouvoir proposer un autre regard. Et du coup, susciter de nouvelles idées, susciter de nouvelles envies, permettre aux personnes de faire les connexions. Donc en effet, ça va aussi simple que ça. Tu as tout à fait raison. Ouais, et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Christophe, démarrer par vos réunions. Finalement, c'est un temps qui est déjà existant et ça peut être de choisir de passer une séquence dans un mode plus collaboratif parce qu'il peut y avoir dans le temps de la réunion besoin aussi d'avoir des informations descendantes, etc. Donc, c'est y aller pas à pas, choisir une séquence à facilitant collaboratif et je trouve que c'est un premier pas qui est peut-être plus facile à prendre que mon prochain séminaire d'équipe de 2 jours. Et puis quand tu parles de feuille de route aussi, Christophe, on arrive à la fin de l'année. Ça peut aussi être la rétrospective. Bon, ça, c'est un des grands rituels dans les projets menés en agilité. Mais je pense qu'il est intéressant, voilà, là, à la fin de l'année pour toute équipe constituée, voilà, hiérarchique ou de projet, de se poser aussi la question de tiens, qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné. Et là, en fait, c'est d'aller chercher finalement du feedback, c'est d'engager les personnes à partir de ce qu'on a vécu, de notre expérience, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on a envie de faire différemment. Il y a aussi une autre chose sur laquelle je réagis à la fois sur vos deux interventions, c'est la question des outils. En effet, aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute la matière, elle est disponible. Tu parlais des liberating structures, tu parlais des démarches, des frameworks, on peut reprendre des démarches de design thinking, on peut aller chercher des outils de Lean, on peut aller chercher tout un tas de frameworks, des séquences d'inclusion, etc. Tout ça est disponible sur Internet en cherchant un peu. Et finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'arriver à vivre les choses différemment. Et c'est là où le mindset, la culture, en fait, est souvent extrêmement forte. Et c'est ça qu'il faut aller faire un petit peu changer, faire un peu évoluer et proposer des what if. Et si on faisait différemment, pour ouvrir des portes, pour faire les choses différemment. Et c'est certain que si on utilise un outil avec le même état d'esprit que celui qu'on avait avant, peut-être qu'on n'arrivera pas on arrivera au même résultat, pardon, qu'auparavant. Si seulement on utilise, avec ce nouvel état d'esprit, avec une autre façon de regarder les choses, qu'on va pouvoir créer autre chose et avoir d'autres livrables, d'autres innovations, d'autres qualités. Je vois qu'on a une question dans le chat, Serge, à laquelle j'aurais bien répondu maintenant. Donc c'est Franck qui nous demande si le co-développement et le coaching d'équipe font partie des méthodes d'intelligence collective utilisées dans nos entreprises et quel bilan. Alors moi, je veux bien répondre pour la mienne, Schneider Electric. Coaching d'équipe, en fait, on voit qu'il y a un énorme besoin et qui arrive justement par le canal de notre lab, qui s'est positionné très volontairement sur et je t'ai entendu, Christophe, dire ça aussi pour votre lab, sur les projets. Donc, en fait, on se met au service de projets et on constitue des équipes pluridisciplinaires qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de travailler sur leur propre fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt une modalité de coaching. Et on a un réseau de coachs internes qui aujourd'hui intervient plutôt sur du coaching individuel. Et on est en train de voir avec eux comment développer cette capacité au coaching collectif pour justement faire alliance entre nous, les facilitateurs, facilitatrices, au service d'un résultat, même si évidemment on prend soin de la relation, on prend soin de la capacité à collaborer avec la confiance, la bienveillance, etc. dans l'équipe constituée pour ce projet-là. Mais voilà, donc de faire alliance avec du coaching d'équipe en effet. Et puis co-développement, oui, c'est une modalité hyper puissante qu'on va venir mobiliser en fonction des besoins sur certains ateliers et qui par ailleurs est aussi proposée par la direction RH, notamment pour les managers, justement pour accompagner les managers dans leurs problématiques communes. Alors nous, on n'a pas de partie coaching d'équipe en tout cas, mais par contre, effectivement, co-développement, on va même jusqu'à accélérer des projets en parallèle pendant les mêmes jours. Donc les projets accélérés s'entraident entre eux, effectivement. Donc ça déborde un petit peu du co-développement pur d'équipe, mais là, on va effectivement
finalement faire une forme de connexion également entre les équipes projets. Dans beaucoup de programmes de transformation dans lesquels nous on a pu intervenir, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir à la fois, en parallèle du déploiement de nouveaux frameworks, donc de nouvelles façons de cadre de travail, par exemple, dans une équipe, c'est intéressant d'associer du coaching d'équipe parce que collaborer, c'est éminemment de la communication et on le sait tous, c'est pas si facile que ça. En fait, il y a plein de pièges et souvent on arrivait dans des équipes où on trouvait des problèmes d'ego ou des problèmes des conflits, en tout cas des tensions, des choses qui ne permettaient pas véritablement de collaborer parce qu'il n'y avait pas cette liberté de pouvoir aborder un certain nombre de sujets, de pouvoir reclarifier, de pouvoir s'engager. Et donc, en effet, il faut pouvoir faire table rase à un moment d'un certain nombre d'obstacles pour pouvoir s'engager dans la collaboration. Le coaching d'équipe est un des moyens, en effet, qui permet de faire cette table rase en ménageant tout le monde. Et donc, c'est en effet quelque chose d'intéressant à pouvoir utiliser en parallèle de coaching individuel, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'accompagnement également là-dessus. Nous, on résume ça en disant il faut que les conditions soient là pour collaborer. Oui, exactement. Tout faire avant, effectivement, s'il y a besoin de faire une catharsis ou autre, pour effectivement que la collaboration se passe au mieux. Oui. Est-ce que j'ai perdu ma question. Oui, comment vous ancrez finalement ces pratiques? Parce que c'est bien de les initier. Vous avez les labs qui va promouvoir et mettre un certain nombre de services à disposition de vos collaborateurs. Mais comment on ancre finalement ces pratiques de votre expérience? Alors, nous, on est très axé communication, parce qu'en fait, le Business Lab rapporte à la direction de la communication et de l'innovation. Donc, c'est autour du faire savoir, d'accord ? On va jusqu'à rendre disponible le rapport d'une session le lendemain pour vraiment montrer à tout l'écosystème, ceux qui étaient présents et ceux qui sont dans le cercle proche, ce qui a été produit. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et puis après, t'en parlais, Laure, c'est de s'équiper. On n'est pas toujours... on a besoin de s'entraider, de se faire partie d'un réseau, et donc entre facilitateurs, et puis aussi se former. Je pense que, Laure, ça doit te parler pour toi. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait... pour nous, ça va vraiment beaucoup s'appuyer sur cette communauté de pratique qu'on a envie de faire grandir. Alors, on est un groupe international. On a démarré assez localement autour de notre lab qui, en fait, se trouve à Grenoble, donc avec un espace dédié à accueillir nos ateliers d'intelligence collaborative là. Donc, faire grandir cette communauté pour vraiment s'appuyer sur les ambassadeurs. C'est un élément qu'on a déjà mentionné. Vraiment aller s'appuyer sur les différentes énergies et donc maturité aussi dans la montée en compétences pour essaimer. C'est aussi travailler, à nouveau, si je rejoins sur le connecter les silos, c'est connecter les différentes communautés de pratique dans l'organisation. J'ai mentionné tout à l'heure la communauté autour de la conduite du changement. On a des communautés donc en agilité. Voilà, c'est finalement coopérer avec toutes ces communautés pour faire des ponts et vraiment participer à essaimer ces nouvelles compétences. Christophe ? Pas mieux, en fait. Ce qui fonctionne, finalement, c'est d'être disponible. Parfois, on peut se dire, on accélère des projets complexes, et après, quid des projets moins complexes, des choses qui sortent un peu du radar, et on ne sait pas dire non. Alors, je pense qu'on doit aussi embaucher des personnes qui ne savent pas dire non aussi. Et donc, une manière de en tout cas dire oui à chaque fois, c'est de doser parfois simplement avec un appel en 15 minutes. On aide à déclencher des choses. Donc, on a acquis effectivement, j'ai acquis personnellement et l'équipe aussi, des fortes compétences et parfois en donnant juste 5-10% de ce qu'on a, mais ça résout des problèmes magnifiques et pour autant, on n'avait pas le budget peut-être, la personne n'avait pas le temps même, parce que la session, c'est le lendemain, de les aider. Mais effectivement, de voir qu'on est là et qu'on peut commencer à aussi essaimer juste par des petits contacts de même 15 minutes. Et que les gens, c'est des éléments déclencheurs magnifiques, en fait. Super. Et ils vont venir, du coup. Ils vont venir. Parce que et la prochaine fois, ils anticiperont. Ils ne viendront pas la veille pour le lendemain.
Comment vous voyez l'avenir, tous les deux, sur ces pratiques-là? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le quotidien de tout le monde? Comment vous voyez les choses? Oui, moi j'ai choisi ce métier parce que je crois que c'est la compétence clé du XXIe siècle pour nous permettre d'adresser le défi systémique dans lequel nous sommes. Je parle, nous, humanité. Voilà. Donc du point de vue environnemental, social notamment. Et donc finalement, j'ai envie de participer à cette transformation, d'équiper en fait, que chacun finalement sache à la fois donc créer les conditions de la collaboration, ce qu'on peut résumer sous la terminologie de facilitateur, facilitatrice, mais aussi sache être un participant en fait, sache être un acteur, une actrice de la collaboration en faisant équipe. Je crois que c'est important de savoir collaborer à ces deux niveaux-là. Et pour compléter, je dirais aussi que on passe pas d'un management qui serait très directif, prescriptif à du collaboratif. Il y a un juste dosage. Il ne faut pas non plus aller dans un extrême du collaboratif à tout va. Vous allez épuiser vos équipes de leur demander de prendre des décisions alors que vous, ça vous prendrait 5 minutes de prendre une décision. Donc c'est là où, pour moi, l'avenir, c'est d'avoir une forme de potentiomètre, en tout cas entre collaboratif à certains moments, très descendant, très prescriptif à d'autres, et puis des fois c'est entre les deux, de participatif. J'ai déjà une copie. Moi, le pire cauchemar que j'avais, c'est quand des managers disaient non mais j'ai une version mais j'ai pas envie de leur montrer. Je dis on oublie, vous avez une version, vous leur montrez. On va perdre du temps sinon, parce que forcément à la fin de la journée, ça sera peut-être qu'à 30% recouvrement. Or, vous n'avez pas besoin de ça et l'équipe non plus. D'accord. Donc pour moi, c'est arriver aussi à ce que le management connaissent et nous-mêmes, on sache aussi le bon dosage. Et des fois, on dit non, mais là, c'est pas du collaboratif. Il faut être plutôt descendant ou plutôt engageant parce que sinon, vous allez épuiser l'équipe. Ça prend des ressources. Nous, on nourrit beaucoup nos collaborateurs qui sont en session. Des fois, au bout d'une demi-journée, ils sont sur les rotules. D'accord. Donc, ça demande de l'énergie, le collaboratif aussi. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. À la fois sur cette dimension énergie et sur cette dimension, ça ne remplace pas les autres modes de management. On a préparé un petit slide de takeaway, mais le temps avance vite, malheureusement, et moi, je voudrais bien interviewer encore une bonne demi-heure ou plus. On en a mis quelques-uns et vous retrouverez des éléments, mais j'avais envie de vous demander, à ceux qui nous écoutent, quelles sont, vos idées clés, finalement, avec lesquelles vous repartez. N'hésitez pas à le partager avec nous dans le chat. Ce qu'on a noté, nous, en tout cas, c'est évidemment cette notion d'intelligence collaborative et qui est égale à des clés pour maintenir le niveau d'excellence opérationnelle et l'innovation. C'est ce que tu nous rappelais, Laure, et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Notre conviction, c'est plutôt non. Voilà. Deuxième chose qu'on voyait, c'était la dimension plébiscite, c'est-à-dire que beaucoup de collaborateurs qui ont goûté à ce mode de travail, vous l'expérimentez et moi je l'expérimente aussi de mon côté, ils ont envie, ils en ont encore envie, et finalement tout ça fait sens. Un autre élément qu'on a identifié, c'est finalement quand on veut déployer une approche d'intelligence collaborative, il y a à travailler à tous les niveaux de l'organisation, y compris les dirigeants, et peut-être même d'abord par eux. Et puis, il y a un travail pour faire émerger finalement des leaders collaboratifs, qui ne sont pas nécessairement des managers ou des leaders dans l'organisation, mais qui peuvent être des leaders du collaboratif et qui vont venir peut-être avoir une expertise supérieure, mais ils ne vont pas accumuler tout. On ne peut pas être à la fois manager et en fait un super leader expert collaboratif, etc. Tout n'est pas possible. Par contre, en jouant sur la collaboration et la diffusion des compétences, là, ça peut le faire. Ce qu'on a essayé également de pouvoir dire, c'est que finalement, c'est possible à toutes les tailles. Alors, vous êtes des grosses sociétés, moi, j'interviens dans les plus petites structures, et je vois que, et public d'ailleurs autant que privé, et je vois qu'il y a cet appétit de toute façon, et encore plus peut-être avec les générations, les nouvelles générations qui sont très demandeuses. Il
il y a évidemment cette notion de collaboratif ne remplace pas, mais il complète finalement ce qui existe déjà. Et il faut savoir ensuite, avec toute la gamme, les gammes qu'on maîtrise, pouvoir agir dessus. Et le bon dosage qui est mis en commentaire, effectivement. Ouais. Le bon dosage, oui, c'est exactement ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez partager, peut-être Laure et Christophe, en attendant éventuellement d'autres commentaires dans le chat. Oui, moi j'ai lu dans le chat qu'une personne qui travaille dans la fonction publique territoriale, l'accompagnement à la transition écologique, nous confirme que la transition écologique passera par l'abandon du management en silo et par le management collaboratif. Donc ça abonde sur c'est possible dans toute taille de structure et toute industrie, c'est-à-dire secteur en fait, privé, public. Moi j'aime bien ce que tu as dit Christophe tout à l'heure sur ce thème-là, en disant les silos finalement on peut pas ne pas en avoir. Et on va plutôt essayer de connecter les silos entre eux. Et en fait, moi j'aime beaucoup ça parce que je déteste vendre des rêves que je ne peux pas réaliser. Et en l'occurrence, on a une inclinaison naturelle à créer des silos, sinon ils n'existeraient pas. Et ils n'existeraient pas dans toutes les sociétés, puisque même dans des petites structures, on retrouve des silos. Donc, il y a cette inclinaison et on peut faire avec, c'est pas un problème. En revanche, on peut créer des choses qui permettent de les connecter et qui permettent, malgré l'existence de silos, de quand même pouvoir fonctionner et dans une dimension collaborative. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et moi, pour compléter là-dessus, le grand sujet qu'on a, c'est quand les gens viennent en disant, voilà, on aura 25 personnes, on dit, et il manquerait qui? Et on va aller chercher des éventuelles personnes dans un autre silo auquel, naturellement, on n'aurait pas pensé. Des fois, ça peut être des personnes de la communication, des ressources humaines. Mais pourquoi vous voudriez les inviter? Et on va devoir limite un peu justifier justement pour ouvrir, pour aller dans cette diversité. Et c'est toujours très bénéfique. Et les gens qui, du coup, sont, entre guillemets, rarement invités à ce genre de session, nous remercient parce que ça leur a donné déjà une vision de ce qui se passait, entre guillemets, dans les autres silos. Mais également, les personnes ont vu la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat? Franck nous dit utiliser créer des communautés de leaders. Exactement. Pour casser les silos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Moi, nous, on a l'approche de communautés de pratique, on appelle ça effectivement comme ça, des communautés de pratique sur des thèmes qui permettent justement de gérer alors, casser les silos ou les connecter, en tout cas, ça, pour moi, ça peut passer par effectivement mieux gérer les interactions, d'accord? Si le mot connecter les silos vous parle pas, c'est mieux gérer les interactions entre effectivement les différents départements. Et les communautés, c'est super pour ça. Ça pourrait être un thème de webinaire, Serge. Tout à fait. On a adressé plein, ou une poursuite de celui-ci. Ça, c'est clair. On arrive au terme de notre webinaire. Je sais que Laure, tu dois bientôt, tu es attendu ailleurs. Christophe aussi. Je voulais vous remercier de ces échanges, de ces remarques que vous avez pu nous partager aujourd'hui, d'une grande richesse. J'apprécie vraiment d'échanger avec vous. Je suis très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. J'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a un petit takeaway que vous avez envie de garder de notre conversation d'aujourd'hui ou de... D'abord, je te remercie pour cette opportunité, Serge, parce que je crois que aussi ce qu'on fait là dans ces webinaires, le partage, c'est aussi finalement walk the talk, comme on dit en anglais, c'est être dans la coopération. Voilà. Donc moi, j'ai envie que l'expérience que je vis au sein de mon organisation, elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc merci à nouveau pour cette opportunité. Et puis oui, je t'avais déjà entendu, Christophe, dire on ne peut pas casser les silos, on peut les connecter. Et ça m'a réactivé ça que je vais réutiliser dans mon contexte. Donc je repars avec ça. Super, merci. Merci Laure. Moi, je repars avec cette idée, en tout cas, de planifier. Donc, même cette séance-là, cette séquence-là, qui est aussi collaborative, de bien planifier et pour autant d'être dans l'émergence. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. C'est peut-être pas nécessairement visible par tous, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Et on a beau planifier, voilà, il y a des choses qui se passent pas comme prévu et c'est OK. Super. Écoutez, moi, je repars avec, en tout cas, une
une confirmation que ces sujets que nous évoquons tous les trois intéressent de plus en plus de personnes et qu'il y a toujours cette question du comment qui est comment faire, qui est vraiment clé parce qu'il n'y a pas une unique manière pour faire, mais il y a un faisceau en tout cas d'actions qui peuvent être engagées pour y arriver. En effet, c'est quelque chose qui inscrira, qui marquera en tout cas, je pense, notre 21e siècle. J'en suis convaincu aussi. Merci encore à tous les deux. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas, juste à la fin de ce webinaire, vous aurez un petit questionnaire pour recueillir votre satisfaction. N'hésitez pas à le remplir et puis à mettre une petite appréciation, ce sera bienvenu. Vous avez en bas de l'écran un petit bouton également pour suivre nos masterclass. Donc, si vous souhaitez participer à notre prochaine masterclass qui aura lieu, je ne sais pas exactement quand elle sera définie, mais je pense plutôt en janvier, sur le thème, en tout cas, du management collaboratif. On verra si peut-être Christophe ou Laure peut se joindre également à nous à cette occasion. N'hésitez pas à le faire et puis je vous communiquerai l'ensemble des informations pour vous inscrire. Pour ça, tu peux juste réafficher le lien de la masterclass à l'écran avant de nous quitter. Absolument. Avec la question notamment qu'on avait en fait pour vous, c'était ça vous a donné envie de faire quel premier pas, si petit soit-il? Absolument. J'avais oublié cette question. Dans le mouvement, en fait, on va parler. L'envie d'un mouvement, et s'il y avait une envie, un premier pas, si petit soit-il, n'hésitez pas à réagir dans le chat. On a encore 24 personnes en ligne. N'hésitez pas à réagir et à nous faire suivre ça. Moi, j'ai plein d'idées de petits pas. Alors, il y a... Tester un temps de réunion. Ouais. Super. Ouais. Merci pour ça. C'est pas facile, mais ça se prépare. Il faut que tout le monde soit d'accord pour ça. Mais ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres remarques. Vous pouvez le faire de toute façon en cliquant sur le lien également. Je vous renouvelle mes remerciements et je vous souhaite une belle journée à chacun de vous. Et puis... Merci à toi, Serge. Merci Laure. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À bientôt. À suivre. À bientôt. À bientôt.